Bonjour et bienvenue sur le podcast Ta vérité est la clé. Ce podcast a été créé pour les femmes entrepreneurs et avec la voix de femmes entrepreneurs. C'est un espace de vérité, la vérité de chacune. Cet espace a été créé pour libérer la parole et partager les expériences d'entrepreneurs ayant des parcours atypiques, inconventionnels et hors cadre. Chaque semaine, nous parlons des différentes sphères de la vie d'une femme entrepreneur, depuis sa vie quotidienne à sa carrière, en passant par son parcours spirituel et sa vision du monde. Nous parlerons également de notre vision de l'entrepreneuriat en ligne, de marketing, de communication, d'accompagnement, de service client, mais aussi de finances, de développement personnel et de manifestation. Je m'appelle Dalila et je suis votre hôte. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque nouvelle sortie d'épisode. Hello, bonjour. Bonjour Sandrine. Ravie d'être là, merci de m'accueillir dans ton podcast. Merci à toi. Aujourd'hui, j'accueille Sandrine Vasseur. Alors, pour ne pas essayer de la fermer dans une boîte, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Alors, Sandrine, en fait, est entrepreneur depuis un bon nombre d'années maintenant. Je pense que j'ai ouvert mon entreprise, c'était 2022, donc ça fait 3 ans. Ouais, d'accord. On est à peu près sur les mêmes fourchettes de temporalité. Moi, c'était 2023. Et en fait, avec Sandrine, on s'est rencontrés dans le cadre de programmes qu'on suivait toutes les deux. Et j'ai très vite eu envie d'échanger avec elle sur un sujet qui m'a inspiré cet épisode de podcast. Et c'est vrai que dans les interviews jusqu'à maintenant, on a parlé aussi de design, de la relation à l'argent par rapport à son human design. On a parlé de la relation aussi par rapport à l'identité. Donc, en termes de développement personnel, on a bien développé le sujet du cheminement entrepreneurial et aussi de l'argent. Mais j'avais vraiment envie, avec donc Sandrine, de parler de quelque chose de très concret, de très intelligence financière. De développer cette éducation et cette intelligence financière finalement qu'on n'a pas forcément appris à l'école. On est d'accord, on en a parlé aussi avec Sandrine et je lui disais que moi il a fallu que je découvre le monde de l'investissement vraiment et c'était vers 2016 quoi. Je faisais pas forcément des placements ou des choses comme ça de manière consciente ou éclairée, mais c'est vrai que quand j'ai découvert toutes ces possibilités de tout ce qu'on pouvait créer avec des placements d'argent, des placements financiers, etc., je me suis dit waouh, c'est un univers énorme à explorer avec plein de possibilités pour créer de l'argent et faire en sorte surtout que l'argent travaille pour soi. Parce que quand on est entrepreneur et qu'on démarre, en général, on va aller aussi chercher des clients, essayer de faire démarrer son activité un peu à l'ancienne, c'est-à-dire on va aller chercher des clients. Mais finalement, il y a des pistes aussi qui sont très intéressantes de comment en parallèle je peux aussi faire travailler l'argent pour moi sans que j'ai à y mettre forcément énormément de temps, puisque mon entreprise, surtout les premières années, si je ne l'ai pas encore automatisé et certains process, etc., c'est très chronophage. Donc comment je peux jongler entre il me faut une source d'argent qui est mon entreprise et en même temps, si j'ai un petit peu de sous aussi, de pouvoir les placer quelque part où l'argent va travailler aussi pour moi et se fructifier en même temps que je me consacre à mes projets, etc. Et je trouve que c'est des sujets qui sont hyper intéressants quand on est entrepreneur à aller explorer, ou même salarié d'ailleurs, même quand on est salarié. Quand on est salarié, on nous habitue un peu à placer notre argent sur des comptes un peu safe, de plan épargne entreprise, tout ça. On va pas forcément aller très loin dans l'investissement. Donc c'est toujours des sujets qui sont intéressants pour venir enrichir et construire surtout une forme d'instinct
lié à l'argent. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est vraiment un instinct, de la stratégie instinctive par rapport à la gestion de l'argent. C'est comme une intuition qu'on vient affiner par rapport à ah tiens, c'est une opportunité, je vais mettre de l'argent par ici, ça va revenir par là, d'un autre côté, etc. Donc avec Sandrine, voilà, on pourrait discuter pendant des heures de ce sujet-là. Sandrine, je vais vous laisser, je vais la laisser se présenter et parler de son parcours. Si je devais donner quelques mots, c'est voilà, je trouve que le mot qui la représente bien, et c'est celle d'ailleurs qu'elle a choisi pour son compte Instagram, c'est hors de la boîte. Et Sandrine, voilà, c'est quelqu'un qui comme moi aime bien voilà être un esprit libre, créatif et toujours sortir un peu des normes et des cadres qu'on nous propose pour aller chercher voilà des nouvelles perspectives, des nouvelles opportunités, des nouvelles façons de voir le monde, des nouvelles transformations, etc. Et d'ailleurs, c'est une artiste à la base et elle est devenue coach parce que appelée par cet amour aussi de la transformation et de l'évolution personnelle. Et voilà, sur son parcours, à un moment donné, elle s'est aussi orientée vers des placements financiers, notamment elle est formée en crypto. Et ça, je vais te laisser en parler. Et puis donc, est-ce que tu peux, Sandrine, parler de toi, de ton parcours, et puis comme ça, on introduit notre sujet après, qui va être les croyances par rapport à l'argent. Déjà, voilà pour. Je te laisse la parole. Ça y est, j'ai fini de parler. Je sentais que tu étais partie. Je t'écoutais avec plaisir. Donc oui, si je me présente, donc je suis Sandrine. Donc j'ai choisi mon nom d'entreprise par quelque chose en tout cas, qui me définit, je crois, assez bien, hors de la boîte. Donc comme tu disais. J'ai toujours été quelqu'un qui a, malgré mon parcours qui était très très engagé dans la carrière musicale que j'avais donc l'artistique, j'ai toujours eu cœur et plaisir à me former à plein d'autres choses. Donc je suis plutôt multifacette depuis mon enfance. Donc je suis passée par des découvertes sur la santé naturelle au départ. J'ai fait 4 ans de médecine chinoise, je me suis formée à l'aromathérapie. Donc j'avais ce désir aussi de comprendre le fonctionnement humain. Donc ça m'a amené en fait naturellement, comme tu le disais, sur la voie du coaching et la voie de la préparation mentale au début, parce que je l'utilisais avec mes élèves musiciens. Donc préparation de concours, performance, gestion du stress. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai eu envie d'agrandir ça. Donc j'ai vraiment fait une formation de coaching donc avec Anne-Claire Méret, coach from the heart. Et c'est une période que j'ai adorée, où je me suis rendu compte que finalement, je coachais depuis très longtemps, comme on en parlait la dernière fois, et que ça faisait partie de moi bien avant que je choisisse en fait d'en faire aussi un métier. Voilà, donc ça c'était les premiers jalons en fait d'entrepreneur avec la partie coaching. Depuis, j'ai encore ajouté des cordes à mon arc. Donc ça, on n'en a pas forcément parlé la dernière fois. J'ai aussi une casquette qui a été aussi la conséquence d'avoir fait ces formations aussi, donc en bifurquant avec les investissements et la crypto. Donc je me suis très très bien entendue avec les personnes avec qui je me suis formée. Je suis devenue finalement quelqu'un de leur équipe. Donc je suis aussi leur assistante sur toute la partie back office en fait de leur entreprise. J'ai aussi une autre personne que j'accompagne. Donc voilà, donc j'ai cette partie assistante virtuelle aussi qui fait partie de mon quotidien. Et donc les investissements et les accompagnements qui concernent la crypto avec voilà, la gestion de portefeuille, l'apprentissage aussi du langage technique, de l'accompagnement en fait des débuts, qui peut être quand même assez difficile parce qu'on n'est pas du tout préparé à ça, et c'est pas un langage qu'on nous apprend ni à l'école ni dans la société. Et je pense que c'est aussi quelque part voulu, parce que c'est une manière de sortir quelque part de la matrice et de reprendre sa liberté et sa souveraineté. Donc de la boîte. Comment t'as dit quoi? C'est un moyen, t'as dit de sortir de la matrice, je t'ai dit ouais, de la boîte quoi. Exactement. Exactement. Donc forcément, je pense qu'il y a un fil rouge en fait dans toutes ces activités et toutes ces élans de cœur que j'ai eus, qui est effectivement de trouver en fait sa voie personnelle, sa manière de faire, qui peut être différente de ce qu'on nous dit en fait et de ce qu'on nous conditionne en fait à croire vrai. Donc c'est passionnant, parce que il y a des ramifications entre toutes ces activités, entre tous ces moyens de faire, et l'entrepreneuriat. Franchement, je pense que c'est le point central qui permet en fait justement d'être à l'origine de tout ce qu'on crée, de tout ce qu'on fait, et d'avoir cette position de chef d'entreprise qui nous donne en fait voilà, le loisir de décider comment on joue ce jeu et à quel endroit on a envie de diriger notre bateau, quoi.
Bah, tu vois, on en discutait en off, mais moi, quand je t'entends parler, je vois un arbre en fait, tu vois, avec différentes ramifications, et finalement, c'est ça que ça m'évoque, c'est voilà, c'est soit on choisit de rester dans une boîte avec un cadre qui est défini, avec des règles qui sont précises et bah, d'essayer de naviguer dedans, soit en allant justement piquer par la curiosité, explorer d'autres espaces, on peut créer justement différentes bifurcations, différents temps, différentes sources aussi de revenus, et c'est le sujet d'ailleurs. Donc en fait, c'est vrai que diversifier aussi, c'est s'enrichir finalement. Diversifier, c'est s'enrichir parce que ça nous enrichit intérieurement de tout ce qu'on apprend, de la différence aussi des autres, des différentes perspectives, mais ça nous enrichit de nouveaux outils, de nouvelles façons de faire. Des fois, on peut faire aussi des liens avec des sujets qui n'avaient absolument rien à voir et pouf, il y a une nouvelle ramification qui apparaît et finalement, on fait un mix de plusieurs idées qu'on a piochées à droite et à gauche. Voilà, donc, au-delà de l'argent, c'est vraiment de la vraie abondance pour moi. C'est s'ouvrir aussi le champ des possibles en étant dans cet état d'esprit, cette curiosité d'aller, voilà, d'aller explorer des trucs, voilà, inédits, quoi. Non, mais ce que je trouve génial, Hein? ce que je trouve génial dans ce que tu viens de dire, c'est ça, c'est qu'effectivement, quand on parle d'argent, tout de suite, en fait, on a tendance à focaliser sur l'aspect vraiment financier, monétaire, enfin matériel en fait, alors que il y a vraiment toute une partie énergétique en fait dans cette recherche en fait, que ce soit par le biais de l'entrepreneuriat, par le biais des investissements, par plein de biais en fait qu'on peut explorer dans cette voie-là. Mais comme on disait, quand on avait exploré un peu ce sujet-là en off toutes les deux, il y a vraiment ce truc de en fait, ça demande à aller voir tous nos blocages, toute notre croyance. Enfin, tu vois, tu voulais parler aussi de ça par rapport à tout ce qu'on peut avoir de sous-couche là-dessous, sur qu'est-ce qu'on croit de l'argent. En fait, qu'est-ce qu'on croit. Enfin, souvent, la première croyance qui est évidente chez tout le monde, enfin chez un grand nombre de personnes, c'est gagner de l'argent, ça doit être difficile. Il faut y mettre du temps, il faut que ça soit laborieux. Et en fait, si je mérite, je vais avoir en fait un résultat et j'obtiendrai en fait paiement quoi. Et en fait, plus on rentre que ce soit dans le monde de l'entrepreneuriat ou dans le monde des investisseurs, en fait, on se rend compte que les gens qui réussissent, en fait, travaillent de moins en moins. En fait, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait, c'est ouais, c'est clair. le schéma inversé, c'est-à-dire que c'est comment je fais du temps que j'ai, comment j'en extrais en fait l'essence qui va me permettre avec ces 20% de faire 80% en fait. Enfin, c'est toujours ce ratio-là qui est fascinant aussi. C'est de se dire en fait, et ça demande à développer son intelligence en fait, pas que financière, mais son intelligence d'action en fait. À quel endroit je perds du temps, à quel endroit je dilapide aussi ce que j'ai, à quel endroit en fait, à quel endroit je peux changer mon regard pour que ça joue en ma faveur et que ce que j'ai en fait, que ce soit à investir en termes d'argent ou ce que j'ai à investir en termes de temps, me rapporte en fait et soit valuable, enfin soit vraiment... Oui, oui, tout à fait. Moi, je vois, et en fait, tout de suite, ce qui me vient en tête, c'est la gestion des flux, et c'est de l'énergie, en fait, que ce soit le temps, l'argent, où est-ce que j'optimise, où est-ce que je mets, et c'est le ratio, comme tu dis, on va faire en sorte aussi, là où j'ai les meilleurs résultats et où je passe moins le temps, c'est là où on va justement aller mettre son focus, c'est le plus intéressant à aller peaufiner, à aller regarder, et là où il y a beaucoup de déperdition en termes d'énergie, où je sens que je donne trop, où je force, etc., et qui finalement ne me repartent pas suffisamment. Voilà, c'est vraiment cette capacité d'observer ça. Où va mon énergie? Où va mon temps? Où va l'argent? D'où rentre l'argent? Comment rentre l'argent? Par quel biais? Etc. Enfin, c'est vraiment des flux. Des flux d'énergie. On est là, nous, comme un alchimiste, à aller regarder, réajuster. Ouais, et ça demande à aller voir, en fait, je pense que ça, tous ces sujets-là sont reliés en quelque sorte à ta sécurité intérieure, en fait, toujours. C'est-à-dire que pour entreprendre, pour créer, il y a aussi ça qui se met en place, c'est comment, enfin, pour créer des actifs ou pour créer de la valeur, en fait, enfin, il faut être relié à son intuition, à sa créativité, et en fait, comprendre que la valeur, elle est pas en termes de temps ou en termes d'énergie, de somme d'énergie mise, mais juste
valoriser, et ça c'est pareil, ça nous est pas éduqué dans notre parcours, mais valoriser la puissance parfois d'une intuition, de quelque chose qui peut arriver en fait, qui nous mette sur une voie, et sentir cette envie d'explorer en fait, parce que quand moi je suis partie sur le monde de la crypto, comme je te l'avais raconté, c'était quelque chose qui était vraiment venu comme une intuition, quelque chose qui me poussait par là, alors que c'était pas forcément du tout prévu. Et en même temps, il y avait une sorte d'évidence de me dire, bah, ok, enfin, ça m'attire, je vais aller voir ce qui s'y passe. Enfin, voilà, je suis ok aussi pour être en posture de débutante, d'apprenti, enfin, sur ces quelques mois qui se sont passés après. Et en fait, de fil en aiguille, s'apercevoir que bah, c'est deep en fait. Enfin, il y a vraiment plusieurs couches, plusieurs levels de compréhension et de jeu à ce niveau-là aussi, qui peuvent t'amener, bah, comme tu disais tout à l'heure, à en fait bah, devenir abondant dans le fait de, bah, en fait, t'apprends des aptitudes, des compétences qui vont te servir en fait après. Tu passes ton temps une fois à apprendre en fait. Une fois que tu l'as intégré, une fois que tu l'as vraiment vécu, ça va créer de la valeur, et donc ça peut être instantanément mis en fait. Tu peux avoir une intuition sur une seconde avec tes connaissances reliées qui va te demander juste 10 minutes en fait, et hop, pouf, tu peux créer quelque chose qui va générer beaucoup en fait. Ça n'a pas Exactement. En fait vraiment long. Exactement. Et là, tu viens d'amener plusieurs sujets en même temps. Donc, on va essayer d'y aller un par un. Le sujet de la sécurité. Pour moi, c'est un sujet qui est important parce que c'est vrai que bon, si je prends mon exemple, et je pense aussi que c'est un exemple qui est très très courant, c'est que bah, depuis qu'on est jeune, on nous dit il faut économiser, enfin, il faut mettre de côté de l'argent, tu vois. Mais mettre de côté, c'est cacher sous l'oreiller, quoi. En gros, c'est tu ramasses comme la petite fourmi tes petites provisions, voilà, tout au long de ta vie. Et peut-être que quand tu seras assez vieux, tu pourras profiter de ce truc que tu as amassé. Finalement, c'est pas grand-chose. Hein, bon, même si on peut quand même avoir une certaine somme au bout d'une vie à économiser, c'est pas énorme vu le rendement que ça a si on met sur des livrets ou des comptes classiques, quoi. Et donc, justement, la sécurité est quelque chose qui est de très ancré dans la société, qui fait que les gens, ils ne prennent pas des risques non plus en termes d'investissement, parce qu'on a peur. Ils associent directement investissement, peut-être, ou un placement, etc., risque, hop, 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 danger, j'y vais pas. Et donc, je préfère la jouer sécure. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est, comment dire, qui est très limitant. C'est une croyance qui est très limitante parce que du coup, ça nous empêche de voir le potentiel réel d'un risque qui est bien calculé. Exactement. Ouais. Non, mais c'est vrai que l'aspect risque, en fait, c'est quelque chose qui est à déconstruire, en fait, vraiment, parce que de toute façon, dans tout ce que vous allez entreprendre, dans tout ce que vous allez faire dans votre vie, même rester dans votre poste en salariat, ça comporte un risque. Je veux dire, parce que ce qu'on apprend en premier quand on parle d'investissement, de crypto, enfin de placement financier, c'est la dévaluation en fait de la monnaie qui est en cours en ce moment. Enfin, que ce soit l'euro, que ce soit le dollar. En fait, justement, tu parlais d'économiser sur des années pour amasser une petite somme pour pouvoir en profiter à la retraite. Si vous faites le calcul en fait entre, par exemple, ce que vous auriez placé il y a 10 ou 20 ans et ce que ça vaut maintenant, même si vous avez un truc à 3%, ce qui est déjà énorme dans les placements bancaires, et ça, en fait, c'est rien, bah, en fait, vous avez perdu de l'argent. Parce qu'en fait, entre ces 20 ans-là qui viennent de s'écouler, en fait, la monnaie a perdu de sa valeur, en fait. Donc, de sa valeur, tout à fait. En fait, ça n'a aucun sens, vraiment. Donc, en fait, on a l'impression de la jouer sécure, alors qu'en fait, on se met dans une position d'insécurité sans le savoir, en fait. Parce que c'est pas le discours qu'on nous sert, mais si on fait vraiment, et si on prend le temps d'aller analyser, d'aller voir, d'aller gratter sur la surface, ça n'a pas de sens en fait. Mathématiquement, c'est pas intéressant en fait. Ouais. Mais tu vois, tout ça, c'est de la culture aussi et de la curiosité finalement à aller explorer ces sujets-là. Toi, t'as senti à un moment un élan. T'es allé chercher l'info parce que t'as senti qu'il y avait une sagesse peut-être à aller chercher. Tu vois, des fois. Comment dire, des fois, on peut s'arrêter aussi à des idées reçues. Donc, moi, je trouve que la curiosité est une richesse folle parce que, franchement, s'il y avait un truc, une seule qualité que j'aimerais voir partout sur la terre, c'est la curiosité. Et pas la curiosité maladive et malsaine,
mais vraiment la curiosité dans le sens de vouloir apprendre de la vie, d'apprendre des choses, de comment ça fonctionne et tout. Et je pense que ça, dans un système qui est bien huilé, où on nous dit déjà quoi faire et tout, c'est un peu réprimé. Et c'est dommage, notamment pour ces histoires justement de placement et d'argent. Regarde les gens, la première chose qu'ils vont aller regarder, ils vont se dire, moi je me mets, en fait le Graal c'est de devenir propriétaire, tu vois. Alors que c'est pareil, un bien qu'on a acheté pour y habiter n'est pas du tout un actif. On finit par le rembourser au bout d'un certain nombre d'années, mais c'est pas quelque chose d'actif dans le sens où il nous rapporte de l'argent. Au contraire, c'est un passif. Et les gens, ils voient ça comme étant une forme de richesse sécure. Alors que c'est totalement illusoire parce que si on n'arrive pas à le payer, le bien, c'est fini. Voilà, il nous ramène pas de l'argent en lui-même. Donc voilà, on est bien. Donc tu as raison par rapport à cette sécurité illusoire que le système, hein, notre façon d'avoir été éduqué aussi nous reflète. Donc la curiosité aussi par rapport à comment peut fonctionner l'argent. Voilà. Et il y a l'autre côté aussi. Il y a l'autre côté, l'autre face de la pièce qui est ah non mais la bourse c'est des voleurs, c'est des, tu sais, on voit les gens là qui sont dans les traders là et tout, les arnaqueurs, les grands arnaqueurs là qui ont arnaqué des gens avec des trucs et tout, et donc on les met beaucoup en avant aussi, et du coup on se méfie encore plus. Donc on n'a pas trop envie d'aller regarder, et en même temps on reste dans l'illusion de voilà. Et j'aime bien croire qu'il y a toujours un juste milieu, hein, et que faut justement à ce niveau-là, ça vient forcer et développer notre intuition. Et du coup on vient au deuxième sujet que tu avais évoqué, c'est le pif pour les opérations. C'est-à-dire que des fois, oui, on va faire des erreurs, on va se faire avoir, on va se faire arnaquer, mais ça développe aussi notre discernement, et finalement, ça nous enrichit d'une forme. Ben, c'est des informations en fait comment dire. On acquiert une nouvelle sagesse qui fait que petit à petit, on affine, on sait déjà quel est l'indicateur de ça, je le sens pas, hop, je vais plutôt par là, etc. Et donc c'est une éducation à avoir finalement pour, comme tu l'as dit tout à l'heure, en arriver au point où, boum, la décision après, en fait, une fois que tu as fait ton process, là, tu t'es entraîné suffisamment, bon, des fois en faisant des erreurs, des mauvais placements, etc., tu te réajustes de plus en plus, et boum, après, ça devient du pif. Ça, je fais pas. Ah, tiens, je sens l'opportunité, là, ça va me rapporter de l'argent. Je vois sur le long terme, surtout, on en parlera tout à l'heure, parce que l'idée, le long terme et le court terme, c'est super intéressant comme sujet aussi. Donc, et du coup, on en revient, voilà, à cette histoire d'instinct stratégique qui se développe et qui commence à être bien incarné, et qui finalement, ça se fait après, ça devient... En fait, ça développe notre enfance, parce que dans n'importe quel apprentissage, enfin que ce soit d'ailleurs du tout petit qui apprend à marcher à la première fois où vous montez en vélo, ou la première fois où vous allez, je sais pas moi, enfin faire un voyage seul. Enfin, en fait, de toute façon, il y a toujours des gamelles en fait. Enfin, c'est comme ça aussi qu'on apprend. Enfin, je veux dire, c'est assez rare les gens qui apprennent un truc et qui font parfaitement au premier coup en fait. Donc peut-être que ça existe, hein. Moi je ferme pas les possibilités. Non, mais moi non plus. Mais je c'est pas ce qu'on voit en majorité. Et puis, enfin, c'est juste pour déconstruire cette idée de je veux apprendre un nouveau truc, mais j'ai peur de me planter en fait. Enfin, parce que ça, il faut remettre en fait cette idée de se planter. En fait, on accumule aussi du vécu, et c'est ce qui développe cet instinct dont tu parles, enfin, qui fait qu'en fait plus tard, bah tu sens en fait si ça, tiens, ça me rappelle cette situation que j'ai vécue, je vais pas y retourner une deuxième fois parce que je sais comment ça se passe en fait. Donc ça, je trouve que ça fait partie, en tout cas, enfin c'est pas obligatoire d'en faire partie, mais ça peut faire partie du schéma d'apprentissage. Et donc pour revenir, alors attends, j'ai perdu le fil on était sur la sécurité et l'instinct. Oui, d'abord la sécurité, et puis développer sa curiosité. Au début, donc, c'est les croyances par rapport à la sécurité. Développer sa curiosité justement pour aller tâter le terrain et aller regarder justement des nouvelles possibilités en termes d'investissement, etc. Sans s'arrêter sur les préjugés
voilà, ceux qui jouent avec l'argent, c'est forcément des arnaqueurs et tout. Se donner l'opportunité de tester. Là, on parle pas de forcément prendre des risques majeurs, hein, même si prendre des risques, et on le verra tout à l'heure dans l'investissement, ça peut être très, 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 très profitable. Mais là, quand on est en phase d'entraînement, on se ramasse, mais avec des petites, voilà, on peut, voilà, s'exercer déjà avec, faisant des petites opérations et des petits tests, tout en se disant je joue, c'est-à-dire je suis prêt à gagner et je joue pour gagner, mais si je perds c'est ok, ça me met pas en insécurité vraiment, voilà. Et c'est grâce à ça finalement qu'on développe un flair aussi, notre flair, qu'on vient renforcer aussi notre confiance par rapport à notre intuition. Parce que des fois, on peut se surprendre à avoir eu de très très bonnes intuitions par rapport à des trucs. Donc, on vient valider aussi qu'on a une bonne intention déjà de base, une bonne intuition déjà de base. Ah, donc, événement vécu et enfin, c'est ce qu'on venait de dire, c'est que ça construit en fait après la confiance et le fait que c'est sécure en fait d'y aller. Après, je voulais juste revenir par rapport à ce que tu disais sur la peur en fait de ce qui peut se passer sur des arnaqueurs en fait ou sur les enfin, on entend souvent parler de la bourse, on entend souvent parler des marchés financiers, crypto y compris. Et c'est vrai que en fait, ça a de plus en plus le vent en poupe quand même. On en parle de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui se forment là-dessus quand même. Et il continue d'y avoir en fait aussi des arnaques et c'est pour ça que c'est très important de se former et d'être vigilant et d'apprendre en fait tous ces langages-là parce que en fait on arrive dans une période aussi dans l'histoire de l'humanité où on va doucement transitionner en fait. Je pense qu'à un moment donné la monnaie qu'on utilise va devenir, de toute façon, on nous en parle depuis plusieurs années, numérique en fait. Enfin, tout se numérise avec l'intelligence artificielle, enfin tout ce qu'on a en ligne, enfin il y a tout un monde qui se construit, qui va en fait aussi s'élargir à ce niveau-là sur le monde de la finance. Et les acteurs principaux qui vont être les premiers en fait à être là-dedans, ça va être les gouvernements, ça va être les grosses puissances. Donc ces grosses puissances-là ont aussi en fait tout cet accès à cette connaissance sur ces marchés. Et en fait, comme c'est des grosses puissances et en investissement, on appelle ça des baleines, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont des portfolios, des portefeuilles énormes en fait. Donc ils ont la capacité de bouger le marché et de manipuler en fait. Mais en fait, c'est pour ça que moi aussi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis formé aussi à une branche en fait des investissements qui est la décentralisation et qui permet en fait de rester maître de ces mouvements et de pas être forcément non plus trop exposé en fait aux mouvements et aux marchés centralisés qui sont aussi beaucoup investis par ces puissances là. En fait, c'est un marché parallèle. Bah, presque en fait. On va dire que c'est une autre ligne temporelle où on va favoriser d'autres types de projets, où on va favoriser l'éthique, l'autonomie des personnes, les projets prometteurs, etc. Exactement, ça demande de la formation, ça demande plus de compréhension et voilà, ça demande un peu plus d'investissement de notre part au début, mais par contre ça offre plus de liberté, ça c'est certain. Et ça c'est ce qu'on adore, hein, parce que finalement oui, on voit bien que de toutes les façons l'ancien système, à un moment donné, aujourd'hui on connaît bien. Enfin, son fonctionnement, hein, je pense que surtout depuis, moi personnellement, depuis le Covid et que je me suis pris une grosse claque, là, j'ai commencé là, tu parlais de matrice tout à l'heure. C'est là où j'ai commencé à ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, en fait, tout le système, etc. Et c'est vrai que le problème aujourd'hui, c'est de laisser cette gouvernance-là à des grandes puissances, alors qu'on revient de plus en plus dans un mouvement où chacun devient souverain. Et tout le monde est porté par ça aujourd'hui, hein, même dans les offres, dans les coachings, moi dans tout ce que je vois, en tout cas dans mon écosystème, c'est liberté, souveraineté, puissance personnelle, intelligence, intuition, éthique, valeurs fortes, des responsabilités, tout ça, individuelles, dans la création d'un futur finalement où on n'a pas du tout envie de reproduire voilà les catastrophes du passé où on s'est retrouvé, on était à deux doigts d'avoir c'était quoi, des vaccins, enfin je sais plus à l'époque, mais on parlait déjà de possibilités, parce que là en fait j'aborde le sujet parce que tu as parlé de monnaie, en fait d'une monnaie qui deviendrait complètement et totalement numérique, mais on parlait aussi de puces et de fait de pouvoir s'identifier dans le corps avec des puces, des choses comme ça.
que tout allait devenir informatisé. Et finalement, cette idée de vaccination de masse est venue renforcer ça dans le sens où on est tous mis dans le même paquet, quoi. De tous, il y avait cette idée il y a plus d'individualité, de spécificité, tout le monde dans le même, et on sentait bien cette puissance là cette force, ces forces économiques qui voulaient tout englober, quoi. On le ressentait bien. Et là, c'est vrai qu'il y a un mouvement justement où on a inversé la vapeur, où grâce au Covid, ça c'est l'autre face, où on a commencé à plutôt revenir à soi, à se dire mais vraiment qui je suis dans cette société, quelle est mon contribution et qu'est-ce que je veux apporter et comment je vois moi les choses. Et les gens sont plus revenus à leur individualité, leur différence, leur authenticité. Il y a eu beaucoup de gens qui ont décidé de construire leur propre projet. Il y a eu beaucoup de gens qui sont revenus vers du naturel, de l'énergétique, etc., le développement personnel. Ça s'est vraiment vachement amplifié ces dernières années. Et moi, un livre qui me parle beaucoup à ce sujet, d'ailleurs que j'encourage tout le monde à lire parce que ça a été vraiment pour moi quelque chose de très puissant, c'est le livre Le grand virage de l'humanité de Philippe Guimand, qui expliquait justement comment au niveau, lui, parce qu'il est physicien quantique, il a des théories très poussées sur la physique de la conscience, donc l'influence de la conscience sur la physique au niveau physique et voilà matériel. Et en fait, il avait expliqué la crise sanitaire sous le prisme d'un nouveau futur qui s'était créé justement, et tous les dysfonctionnements qu'on avait vus pendant la crise, il l'expliquait comme étant un ancien futur transhumaniste qui résistait à ce nouveau futur. Et donc là, pourquoi il parlait justement de grand virage de l'humanité, c'est justement le grand virage de l'humanité, il a été pris déjà, il a été amorcé pendant ces années-là, et ce futur-là, il se crée de plus en plus, mais pour l'instant, on a les deux futurs qui sont possibles, ce futur très digitalisé, très déshumanisé, transhumaniste, voire même, et l'autre futur qui est plus où on revient vers tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Après, ça n'empêche pas, je pense, qu'il y ait une version en fait qui permette d'avoir les ajouts et les apports qu'apporte la numérisation et les outils numériques qu'on a qui peuvent être aussi assez fantastiques en fait, enfin, si on les utilise bien. Ouais, c'est pas dépendre en fait de comment on utilise en fait l'outil, parce que ça reste des outils. En fait, je veux dire, enfin, quand on a inventé la voiture, enfin, les gens, avaient peur, criaient au scandale. Bon, mais en fait, au fur et à mesure, les innovations peuvent être super aussi, en fait, enfin, amener beaucoup de positifs. C'est juste la manière dont c'est toujours pareil, en fait. C'est exactement, ça, je voulais en parler aussi. C'est exactement, ça rejoint ce qui fait que beaucoup de gens, finalement, des classes moyennes et plus basses vont avoir un regard, presque condescendant sur l'argent en disant bah non, l'argent ça sert à rien, ça fait que des crises, enfin ça je trouve pas le mot, ça diverge en fait les gens, enfin ça divise. Merci. Ça divise les gens et ça ne crée pas en fait des choses belles pour l'humanité, mais ça en fait c'est un prisme en fait, c'est vraiment enfin pour l'instant on a l'image en fait de gens qui ont beaucoup d'argent qui font des choses qui sont pas bénéfiques pour l'humanité, mais il y en a plein en fait dont on parle peut-être pas, qui ont en fait aussi cet accès en fait à une richesse, à une abondance, et qui vont créer en fait des choses, parce que l'argent est juste un moyen, c'est juste un outil encore une fois, et c'est un, j'aime bien dire que c'est un révélateur, ça va juste amplifier en fait qui vous êtes et ce dont vous avez envie de créer en fait. Donc si vous avez des projets en fait de justement qui vont dans le sens de la liberté, de la souveraineté, de revenir à soi et de s'écouter et des valeurs fortes, bah, le jour où vous allez avoir beaucoup d'argent en fait pour manifester vos projets, cet argent il va être au service de ça. Vos valeurs elles vont pas changer. Oui, bien sûr. De mauvais, mais juste parce que vous avez de l'argent. Donc ça c'est aussi, il y a plein de choses en fait à déconstruire quand on va sur ces sujets-là, et c'est passionnant en fait. Mais moi, tu sais, je suis totalement d'accord avec toi dans le sens où je suis convaincue qu'on peut fusionner tout ça. C'est-à-dire que on n'est pas obligé d'avoir un. Moi, je crois vraiment très très fort et je suis passionnée par la technologie.
Ça m'inspire, j'adore. Mais en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a cette division. C'est soit l'équipe A, soit l'équipe B. La très orientée tech, hein, tu vois, et la très orientée plutôt nature et tout. Mais pourquoi on pourrait pas avoir les deux, un mélange savant des deux? C'est-à-dire garder notre humanité et utiliser avec conscience la technologie. Tu vois, pour moi, c'est cette voie-là, en fait, qu'il faut venir privilégier et mettre en avant. C'est les valeurs fortes humaines qui font que, en fait, tous les outils derrière, que ce soit l'argent, la technologie, les grandes innovations de rupture, les inventions, etc., elles viennent au service de notre conscience et ne viennent pas nous soumettre inversement à elles. Tu vois, il y a vraiment une dynamique très différente entre, voilà, c'est soit j'utilise ma conscience pour aller encore plus loin, soit je laisse me dominer cette création que j'ai moi-même créée, je la laisse me dominer pour venir m'enlever ma liberté et ma souveraineté. Et justement, là, avec ce que tu parlais par rapport à la crypto-monnaie et les voies que toi, tu es en train de suivre, c'est exactement ça. J'ai des valeurs qui sont l'éthique, la liberté, la souveraineté personnelle, l'innovation. Hop, je vais venir, au lieu d'aller alimenter un marché qui aujourd'hui, a déjà montré ce qu'il était capable de faire, et que j'ai pas forcément envie d'aller alimenter, je vais plutôt me switcher sur quelque chose de nouveau, de novateur, qui me donne ce goût du futur là que je sens, où on peut avoir les deux, on peut jouer avec les deux, et une monnaie virtuelle et des principes forts qui sont derrière et qui laissent tout le monde libre. Complètement. En fait, si on parle vraiment aussi d'un point de vue technique en fait sur la blockchain, en fait, ce qui est quand même assez remarquable depuis l'arrivée du Bitcoin, c'est qu'en fait ce que ça a amené en fait dans le jeu, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'en fait rien ne peut être caché sur ce qui se passe sur l'activité de la blockchain. C'est-à-dire que toutes les transactions vous pouvez tout consulter. En fait, tout est lisible en fait. Donc si justement en plus ça peut aller dans le sens de ce que tu dis, de quelque chose qui peut aller vers le bien de l'humanité aussi. C'est-à-dire que si les grosses puissances se mettent à utiliser en fait ce genre de technologie, ça veut dire qu'il va y avoir aussi plus de transparence, plus de choses en fait qui vont arrêter d'être faites sous le manteau et dont on va nous pas avoir en fait la vision en fait. Parce que si on se rappelle les gens qui ont investi au tout début du Bitcoin, en fait tout le monde appelait ça une arnaque, on savait pas où ça allait, c'était très innovant, mais voilà, très peu de gens ont sauté sur l'occasion en 2000, je sais plus si c'était 12 ou 13, 12 peut-être 11, au début du Bitcoin, parce que on savait pas ce que c'était, ça faisait peur, c'était très technique, voilà. Mais il y en a quand même qui ont sauté le pas, et c'est ces personnes-là finalement, quand on parle d'intuition, qui ont eu peut-être une vision, qui ont été visionnaires à cet endroit-là, de se dire attends, moi j'ai envie de jouer, je veux voir ce que ça donne, j'ouvre cette porte-là, et en fait quand on prend, on parlait de risque tout à l'heure, ce risque à cet endroit-là, et qui est pas forcément énorme, il y a des gens, ils ont mis peut-être 100 € en fait en Bitcoin à l'époque, et qu'est-ce qui s'est passé en fait 15 ans plus tard, ces gens-là sont tous millionnaires, voire plus en fait, parce que en fait le Bitcoin a fait, au départ c'était des centimes, ça valait zéro quelque chose, il y a des gens qui achetaient Oui, c'était tout nouveau, oui, tout à fait. Un Bitcoin aujourd'hui, alors j'ai pas les chiffres du marché aujourd'hui, mais c'est entre 70 000 et 90 000 ou 100 000 $ en fait, à un Bitcoin. Donc la plus-value, c'est exponentiel, c'est assez fantastique ce que ça permet. Donc ce genre de retour, vous l'aurez jamais en banque en fait. Il n'y a pas de produit financier. Ah non, c'est clair. C'est des croissances exponentielles en fait. Ouais. Et donc parler de temps en fait, donc là en fait pour quelqu'un qui s'est lancé dans le Bitcoin, ça lui a demandé un clic en fait, il a pris une décision, il a cliqué, il a mis en fait, il a joué en fait comme on fait avec des jeux par exemple d'argent parfois. Alors il faut maîtriser son risque évidemment, mais ça lui a pas pris plus de temps que ça. C'est-à-dire que c'est un investissement, et par contre la chose la plus difficile après là-dedans, ça va être les vagues émotionnelles, parce que le marché est volatile, le marché bouge et c'est jamais statique, et c'est pas pas constant. Donc il peut y avoir des montées, il peut y avoir des chutes, en fait il se passe plein de choses, c'est un peu un manège. C'est très intéressant parce que là, du coup, tu introduis un autre sujet qui est super intéressant, c'est la gestion de ces vagues émotionnelles, parce que très très vite, quand on investit, on peut se sentir en insécurité, avec des hauts et des bas, et surtout quand c'est sur des marchés fluctuants comme ça, de se voir en fait nos émotions au gré des vagues qu'on observe à l'écran. Et là, c'est catastrophique.
parce qu'on risque de vivre un cauchemar. Donc l'idée justement, et ça va aussi venir aussi, c'est en lien avec notre sujet sur construire des fondations aussi pour ça, c'est quand on investit, toujours garder à l'esprit le long terme. C'est-à-dire que une courbe, par exemple, quand on investit en bourse, quand on regarde les actions, quand on va les regarder tous les jours, tous les mois, on peut observer justement des courbes qui font comme ça. Et du coup, si on obsède un peu, on est toute notre attention dessus au jour le jour, on se fait vivre les vagues, voilà, émotionnelles proportionnellement proportionnellement au cours de la bourse, quoi. Alors que justement, quand on investit, sauf si c'est pas notre métier, sauf si c'est notre métier, bien sûr, et qu'on fait ça tous les jours, c'est-à-dire qu'on veut s'enrichir avec les mouvements boursiers. Là, on parle pas de ça. On parle d'investir en tant qu'entrepreneur, etc. C'est on investit au bon moment en fonction de l'actualité aussi. Donc, rester juste alerte des opportunités et tout. On investit au bon moment, mais toujours garder à l'esprit le long terme. C'est-à-dire que la courbe, même si on la regarde tous les jours, elle fait comme ça. Mais si on la regarde sur 20 ans, la courbe, même si elle fait des hauts et des bas, elle continue à monter. Et donc finalement, on aura été gagnant de toutes les façons sur le très long terme. Sauf un scandale qui fait s'effondrer complètement le... ça arrive. Mais d'où l'utilité d'être alerte aussi par rapport aux actualités, d'écouter en fait pour vendre et acheter au bon moment, quoi. Ah bah ça demande complètement. Bah là, on rejoint le sujet de la souveraineté, c'est-à-dire que ça demande en fait à se renseigner, à comprendre dans quoi on investit, à comprendre le projet, à quoi il sert, quelles sont voilà les données qu'on peut trouver, les historiques, enfin vers quoi on va, qu'est-ce qui est prévu. Enfin c'est un peu, il y a quand même une part de recherche en fait. Et une fois qu'on a investi, effectivement, comme tu dis, c'est de lâcher en fait, c'est de se dire bah je me fais confiance sur là où j'ai mis mon argent, je suis à l'aise avec ce que j'ai choisi. Et je sais que, voilà, comme tu dis, sur le long terme, ça aura un impact positif. Par contre, effectivement, parfois, moi, je l'ai expérimenté. D'ailleurs, tu peux faire un plus 50% sur ton investissement, et comme tu peux faire un moins 80% 4 jours après. Mais en fait, tant que, ça, c'est un concept qui est important à comprendre aussi, c'est que tant que le chiffre, en fait, en crypto que vous voyez n'est pas retiré et remis dans le système monétaire traditionnel, en fait, vous n'avez ni gagné ni perdu. C'est juste un chiffre à l'écran qui Exactement. Le mouvement au jour J, enfin auquel vous regardez. Mais en fait, ce chiffre dans 2 ans, il peut être 400 fois supérieur en fait. Enfin, on n'en sait rien. Donc c'est vraiment en fait de se faire confiance effectivement et de lâcher en fait et déconstruire en fait cet attachement aux chiffres émotionnels qu'on a. L'enjeu, oui, c'est important parce que tout à l'heure on parlait aussi, tu parlais du fait de jouer. Les gens ils ont décidé de jouer avec le Bitcoin et finalement c'est aussi ça. C'est-à-dire que moi je joue. J'ai envie, c'est quelque chose qui me fait vibrer, je sens que je suis curieuse, j'ai envie de voir comment ça se passe et tout. Donc je joue à quelque chose auquel je crois aussi. Tout en me disant que même si c'est pas l'issue que moi forcément je choisirais, moi je choisis bien sûr de gagner, mais si c'est pas le cas, ça vient pas me détruire, me mettre vraiment et au niveau très concret en insécurité. Donc il y a ce truc là de je joue et j'y mets pas d'enjeu, mais parce que je joue. Je me détache du truc et l'issue, elle va se déterminer, voilà, soit sur le long terme, mais aussi sur ce qui se passe dans la vie, quoi, les opportunités qui arrivent, etc. Des annonces faites par les médias, des trucs comme ça. Donc en fait, une fois que tu as placé ton argent, vaut mieux d'ailleurs t'en détacher. Ouais, s'en détacher. Se tenir au courant, mais être capable en fait de dissocier finalement le côté émotionnel et en fait au début c'est normal de toute façon de réagir et d'avoir un petit truc quand le chiffre baisse ou même d'ailleurs l'inverse est difficile à gérer aussi, c'est-à-dire que les premières fois où vraiment il y a une grosse montée où il y a une valorisation du portefeuille qui peut être assez énorme, ben, ça peut faire peur aussi parce que c'est des chiffres qu'on n'a pas forcément eu l'habitude de manipuler et on se dit merde qu'est-ce que je fais, ça remonte plein de questions en fait et c'est assez rigolo parce que j'ai fait plein de contenant aussi avec d'autres gens là-dessus et c'est un truc qui revient presque universellement, c'est-à-dire que vraiment
vraiment quand il y a des gains, c'est presque plus difficile que de garder la foi quand on est en baisse en fait, parce que ça vient chercher un truc où c'est presque de l'ordre de oh, mais j'ai jamais eu accès à ça en fait. Enfin, Mais c'est génial. Tu sais quoi? Et là, tu viens de m'inspirer, un sujet que j'avais pas du tout prévu de discuter avec toi, mais là, précisément, avec ce que tu dis, le lien qu'on vient de faire entre l'argent et l'émotionnel et la croissance exponentielle. Et justement, bah, toi, tu as fait ta formation de coaching aussi chez Anne-Claire Méret. Anne-Claire Méret, elle a publié un livre qui s'appelle Millionaire from the Heart. Et c'est aussi, elle a été mentorée par Regan Elier, qui elle aussi est une femme qui est appelée la queen de la manifestation. Elle a inspiré, qui a inspiré aussi Sophie Chag, que tout le monde connaît aussi, qui est aussi une des francophones, créatrice de l'école de la manifestation consciente. Et qui justement a eu une croissance exponentielle dans son business. Et c'est très intéressant parce que là, ce qu'on est en train de parler par rapport aux tes placements, etc., notamment les mouvements, que ce soit boursiers ou avec le Bitcoin, où tu peux des fois avoir des croissances assez rapides, où il y a et ce parallèle avec c'est super intéressant quand tu dis c'est limite plus difficile à gérer quand tu vois qu'il y a une croissance exponentielle et du coup tu dis qu'est-ce que je fais, je suis pas habituée à ce genre de croissance. Et c'est exactement ce que j'entends aussi dans le discours de ces femmes-là quand elles expliquent à chaque fois que tu passes de niveau comment il faut venir le stabiliser au niveau neuro-émotionnel pour pouvoir aller dans un autre palier, sinon ça s'effondre en fait. Et ça se passe vraiment au niveau énergétique. C'est comme les gens qui gagnent au loto, en fait, qui 2 ou 3 ans après, enfin, s'ils n'ont pas mis en place des choses et vraiment fait cet investissement même psychologique, émotionnel, bah, peuvent se retrouver avec, plus rien, parce qu'en fait, ils ont flambé sur ce qu'ils ont reçu et qu'ils n'ont pas été capables. Alors, je crois que maintenant il y a des accompagnements qui sont faits par la Française des Jeux et ce genre de trucs, mais il y a vraiment un truc à apprendre en fait, de valoriser son argent et de savoir le faire travailler. Encore une fois, parce que quand on a justement la chance de faire des profits sur ces investissements, bah, l'idée c'est pas forcément de, alors on peut se faire plaisir, c'est pas la question. Mais si on est vraiment là pour le long terme dans ce jeu-là, c'est aussi de comprendre comment on peut les réinvestir, comment on peut les faire refructifier. Enfin, puis après, ça devient un jeu, comme tu dis, effectivement. Mais une des règles sur laquelle je voulais revenir aussi, qui est valable pour n'importe quel investissement, que ce soit la crypto, la bourse, enfin n'importe quoi, c'est de toujours partir aussi, et ça résout un problème sur la sécurité qui peut être trigger, c'est on investit que ce qu'on est prêt à perdre. Si vous investissez vraiment tout ce qui vous reste, vous n'allez pas être serein, c'est pas l'espace dans lequel il faut le faire. L'espace d'investissement, c'est un espace où en fait c'est pas votre sécurité pour demain pour manger que vous investissez. C'est une autre poche de votre patrimoine qui est disponible et qui peut être plus ou moins grande, mais que vous décidez d'allouer à un investissement spécifique. Et du coup là, ce qui me vient tout de suite, c'est comme si c'était en fait investir. C'est comme si c'était un espace d'entraînement pour les entrepreneurs. Je parle des entrepreneurs. C'est comme si c'était un espace d'entraînement pour les entrepreneurs pour gérer ces fluctuations-là et ces relations entre l'émotionnel et la croissance, des croissances des fois exponentielles, gérer le risque, pondérer, travailler sur son instinct, sur sa façon de décider par rapport à l'argent, de gérer son système nerveux, de pouvoir s'autoriser à prendre des risques plus élevés, à aller augmenter de niveau, à pouvoir arbitrer dans des situations très tendues au niveau émotionnel. Donc c'est un super espace d'entraînement pour celui qui par exemple a envie ou vise de se créer une croissance exponentielle aussi dans son entreprise. Complètement, puis ça rejoint l'entrepreneuriat sur un des aspects que je trouve fondamental, qui est c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc c'est comment je tiens sur la durée. C'est-à-dire que quand on fait un investissement, je vais parler de la crypto parce que c'est ce que je connais le mieux, mais les marchés en fait ont un cycle de 4 ans. C'est-à-dire qu'il se passe tous les 4 ans en fait un événement avec le cours du Bitcoin qui s'appelle le halvening, et en fait je vais pas rentrer dans les détails, vous trouverez toutes les infos sur Google si vous tapez ça, et qui fait qu'en fait cet événement-là fait monter de toute façon le prix du Bitcoin, et ça génère en fait ce qu'on appelle le bull market derrière, qui est le marché haussier en fait. Mais le marché haussier, ça va durer 5-6 mois, peut-être un peu plus si on a de la chance, mais sur l'année du halvening, mais en fait le reste du temps on est en baisse en fait. Et donc une des règles fondamentales sur pareil aussi, et c'est pour ça que ça demande des recherches et de se renseigner avant,
c'est de pouvoir investir quand les actifs sont bas. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile mentalement à faire également. Parce qu'en fait, on a toujours envie d'investir, et ça, c'est un biais psychologique humain, c'est-à-dire qu'on va vouloir investir et on va se dire, ah, il y a un effet de mode là, enfin, tout le monde parle de cet actif-là, ah ouais, ben j'investirais bien, sauf que le truc, il est en haut, ça fait 3 semaines qu'il est vert, que tout le monde est en profit, et donc c'est absolument pas le moment d'investir. Quand tout le monde en parle, c'est déjà trop tard en fait. Donc c'est vraiment, c'est presque un travail de l'ombre de se dire, bah voilà, il y a ce truc d'intuition, de recherche, de vouloir être un peu à la pointe de ce qui se fait, de comprendre, et c'est à ce moment-là que vous faites des investissements réussis, parce que bah, vous êtes entré à un moment où personne d'autre est rentré en fait. Exactement, c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est l'effet de masse. Et ça, pour tous les investisseurs, c'est quelque chose un investisseur aguerri, il fait super attention. Est-ce qu'en ce moment c'est à la mode ou pas? Si c'est à la mode, je regarde pas. Par contre, s'il y a une catastrophe et que tout le monde déserte ce truc-là et que personne n'en veut, ah là, je vais y aller. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que je vais prendre une bonne opportunité et quand ça va remonter, du coup, je vais faire un maximum de gains. Et c'est comme ça que réfléchit un investisseur, c'est à l'inverse de la masse. Il se positionne toujours hors de la boîte. Exactement. Non, mais je pense que c'est une clé fondamentale. Hein. Enfin, je pense que encore plus sur l'aspect financier qu'ailleurs, mais oui, c'est sûr que quand on est à contre-courant, faut pouvoir le soutenir. C'est-à-dire que ça demande aussi de son mindset, enfin avoir la foi dans ce qu'on fait, parce que être à contre-courant ou se heurter en fait à personne en fait qui pense comme nous, c'est pas forcément facile. Puis on peut se remettre en question. Et c'est là que c'est. Ouais, mais tu vois, c'est le truc, c'est que c'est limite, c'est une règle. Je veux dire, quand tu te mets en posture d'investisseur, c'est limite une règle. Si c'est un truc trop, là, c'est trop, la masse est trop dessus, là, j'y vais même pas. C'est même pas, je veux dire, travailler son système. C'est même pas, tu sais, se battre contre intérieurement. Si tu prends la posture de celui qui investit, tu dis, ça, c'est une des règles. C'est-à-dire, je vais même pas penser à y aller, quoi. C'est un peu le soyez où on ne vous attend pas, quoi. Enfin, c'est. Exactement. Mais c'est une règle, et c'est ce que j'adore aussi dans le prisme de l'investissement, c'est ça que j'adore, c'est que c'est autorisé d'être en dehors des sentiers battus. Au contraire, c'est même valorisé et il y a des règles. Il faut être en dehors des sentiers battus parce que c'est là où tu maximises tes profits. Et donc, c'est ce qui m'éclate là-dedans. Quand on écoute d'ailleurs des gens qui ont fait par les investissements ou par leur travail en tant qu'entrepreneur, enfin des millions et qui sont qui ont un accomplissement à ce niveau-là, ils disent tous en fait que enfin ils ont dû prendre des décisions en fait qui étaient à l'inverse de tout ce que les gens pensaient en fait. C'est vraiment ça qui a fait leur succès quoi. Enfin en fait si vous voulez réussir, ne faites pas ce que font 99% des gens puisque 99% des gens sont dans la moyenne en fait. Donc si vous voulez être hors de cette moyenne et avoir une réussite qui dépasse ça, il faut faire ce que les 1% font en fait. Exactement. Et du coup, j'ai eu un truc qui m'était venu. Non, mais c'est vrai, finalement. En fait, on en discutait au début. On a dit que la majorité des gens ne sont pas initiés vraiment à l'investissement. Donc, en fait, en général, ça va être du bouche à oreille. Donc, oh, j'ai placé dans un truc super, là, c'est maximum de rentabilité, vas-y, on y va. Et tout le monde s'en mêle, en fait, tu vois. Alors que quelqu'un qui a sondé le sujet, qui connaît bien, et qui sait quelles sont les lois de l'investissement, il se dit, oh là là, ce truc-là, en ce moment, tout le monde y va, donc je vais attendre que ça s'effondre, comme ça, je vais y aller. Parce qu'il sait qu'il y a des cycles. Il a une vision beaucoup plus large et beaucoup plus long terme. Donc, il sait qu'à un moment donné, lui, il va pouvoir y aller et puis il sait que son action va être efficiente. C'est-à-dire que avec un minimum de contraintes, de ressources à mettre, il va maximiser son gain. Et ça, c'est tout un état d'esprit. Et c'est pour ça que ce que je trouve intéressant aujourd'hui qu'on a développé, d'ailleurs que j'ai développé dans l'épisode, j'en ai parlé de l'état d'esprit de l'investisseur dans l'épisode 4 du podcast, et c'est encore quelque chose que voilà, je veux valoriser aussi, c'est rentrer dans cet état d'esprit, c'est être dans un état d'esprit où on est en dehors des sentiers battus, où on voit le potentiel des choses, où on valorise vastement le ressenti,
l'intuition, l'instinct stratégique, où on vient l'affiner, le travailler, où on vient travailler aussi sa relation au risque, sa relation au doute, sa relation à sa capacité à recevoir aussi. Il y a énormément, c'est vraiment un terrain de jeu sublime pour aussi travailler son expansion en tant qu'entrepreneur. Et le dernier sujet où on va arriver, c'est un canal aussi c'est comme là, on a parlé un peu des racines là, du fait de se cultiver, etc., de comment créer un tronc solide en allant justement, voilà, s'entraîner dedans pour pouvoir se solidifier sa sécurité, jouer avec, voilà, upgrader ses niveaux de sécurité intérieure, mais il y a aussi les branches de l'arbre, finalement, ça ouvre des possibilités infinies parce que on commence à vouloir aller jouer dans encore plus de terrains inexplorés. On devient curieux, on va aller diversifier, jouer avec ça. Tiens, je vais essayer le Bitcoin. Tiens, je vais essayer avec l'immobilier. Tiens, je vais essayer avec la bourse. Tiens, je vais essayer avec, je sais pas. D'autres types de placements. Bon, bref. Et donc, tiens, je vais aller, c'est comment on a les crowdfunding, voilà, je vais aller essayer de faire ça, enfin, il y a énormément de possibilités là-dedans, et finalement, venir jouer tout ça, une fois qu'on a conscience de ces valeurs et de ces acquis qu'on a appris avec justement l'entraînement de l'investissement, en venant avoir un sens aigu aussi de ces valeurs, ça permet d'aller diversifier, de créer des canaux divers, en fait, un arbre d'argent, clairement, qui fait passer tout un flux d'argent avec des sources de revenus différentes et qui viennent aussi soutenir des valeurs de cœur. Parce qu'à chaque fois qu'on aura placé, c'est pas uniquement pour du gain, mais c'est parce que ça fait sens pour nous, parce que ça apporte un service aussi aux autres, parce que ça crée quelque chose dans le monde, etc. Bah, c'est intéressant ce que tu dis là parce que ça rejoint aussi enfin je sais plus qui disait ça, je sais plus si c'était Coluche ou quelqu'un d'autre, enfin qui disait qu'on vote en fait aussi avec notre carte bleue hein, quelque part. Enfin donc c'est là où vous mettez votre argent, où vous décidez d'investir du temps, des finances et de l'énergie. Ça parle aussi de ce que vous voulez voir grandir dans le monde en fait. Donc c'est dans les investissements aussi, c'est hyper important de savoir dans quoi parce que peut y avoir très bien des projets qui vont ultra performer, mais qui derrière en fait éthiquement c'est pas ça quoi. Oui. Exactement. Et donc enfin, je trouve ça super en fait que ça amène aussi une sorte de besoin de discernement et de savoir où est-ce qu'on met les pieds en fait. Enfin, ces valeurs, c'est hyper important, oui, tout à fait. Et ça, ce à quoi on contribue. Tu viens de le dire. À quoi je contribue en investissant là-dedans? À m'enrichir moi seulement ou à créer quelque chose d'utile pour la société? C'est hyper important aussi. Mais tiens, il y a un des plus grands investisseurs au monde, comment il s'appelle déjà? J'ai perdu son nom là, je l'ai pas tout de suite, mais qui disait que justement lui, il investissait beaucoup avec le cœur. C'est-à-dire que il ressentait les choses. Et j'aime bien quand on commence à parler d'investir avec le cœur, c'est parce que ça englobe tout, ça englobe qui nous sommes, ça englobe notre passion, notre joie justement qui vient alimenter, hein, ça joue sur la manifestation aussi, ça vient faire vibrer nos valeurs, nos importants, ça vient aussi créer un futur en même temps, de nouvelles potentialités de futur. Donc, Millionaire from the Heart, on en a parlé au début aussi, pour reboucler aussi avec ça, c'est, voilà, je joue en fait avec l'argent, en sachant quelles sont mes valeurs et à quoi je contribue, et en me respectant suffisamment pour ne pas me mettre en danger, mais en même temps je stretch un peu mes capacités parce que pour me grandir, moi aussi, pour élever mon seuil de tolérance au stress, ma capacité émotionnelle à gérer certaines situations et tout. Donc c'est... Ah mais ça englobe, enfin c'est ce qu'on disait quand on s'était rencontrés aussi la première fois, c'est que ça
ça vient faire toucher à tellement de sujets en fait de développement personnel. Enfin, ça paraît comme ça en fait très matérialiste, mais c'est tellement plus que ça. Enfin, c'est-à-dire que oui, il y a une partie qui va être matérielle, qui va demander juste de la technicité, enfin de l'argent aussi à mettre dans cet espace-là. Mais en fait, ça c'est 10% quoi. Après, vraiment tout le travail, il est interne. Il est vraiment d'aller voir en fait à l'intérieur de soi. Enfin, et au début du chemin, on sait même pas en fait que ça va nous faire venir découvrir et expérimenter. Et c'est comme dans tout. À partir du moment où vous investissez dans un sujet, enfin, on croit connaître le début du chemin, puis en fait après, c'est comme tu dis, il y a les racines, puis il y a l'arbre. En fait, ça peut se déployer de manière exponentielle, hein, tout le temps. Et je pense justement qu'en étant entrepreneur, on a vraiment, je dirais pas intérêt, ou quoique, je pense que non, mais à la limite, parce que de toutes les façons, même ceux que moi je vois qui ont créé des business, tu sais, rentables, à un moment donné, ils vont aller explorer la voie de l'investissement. Donc moi, je le dis, même quand on est salarié, même dès le début, là, allez explorer quand même cette voie, et surtout quand vous êtes entrepreneur, parce que c'est toujours bien, déjà, on l'a vu, c'est un terrain d'entraînement. Pour quand nous on grandit notre business aussi, voilà, on affûte un peu cet instinct, voilà, pour avoir cet état d'esprit aussi de l'investisseur qui, pour moi, hyper intéressant à mettre au profit de son entreprise, sortir des sentiers battus, prendre des risques, mais aussi mettre en avant ses valeurs, savoir où ce qu'on veut valoriser, et ça revient toujours, enfin, travailler sur notre rapport justement aux données, au recevoir, comment je gagne, comment je perds, etc. Ma relation aussi, enfin, c'est immense. Donc, je pense que c'est un véritable atout pour n'importe quel entrepreneur d'explorer en parallèle aussi la voie de l'investissement. Et je trouve que c'est génial en fait que tu travailles sur ça, Sandrine, et que tu en aies fait une voie parallèle de ton activité, même si elles se rejoignent hein, avec ton coaching. Tu m'avais dit que ça se rejoignait un petit peu. En fait, ce qui me semble dans ce que tu dis aussi fondamental par rapport aux entrepreneurs dans cette voie-là, c'est que ça, en fait, ça permet de sortir de cet état de survie. Parce que l'entrepreneuriat, ça fait contacter aussi des zones où, enfin, contrairement au salariat, il n'y a pas forcément une régularité dans les revenus. Enfin, c'est pas le même mode de fonctionnement de toute façon de base. Donc en fait, de savoir finalement qu'on a fait des investissements, que ça va fructifier, que ça, enfin, et de voir au fur et à mesure en fait les fruits de cet investissement-là. Ça permet aussi, en fait, finalement, de consacrer du temps vraiment à ce qu'on a envie de construire et pas juste parce qu'il y a besoin, en fait, de faire entrer du chiffre et que c'est la nécessité du moment. Ça enlève, enfin, ça enlève cette survie et ça permet, en fait, d'être complètement connecté à sa créativité parce que, en fait, on fait ça parce qu'on a envie de le faire, quoi. Et c'est énorme. En fait, dans l'énergie, ça change, enfin, ça change tout. Au départ, on pourrait se dire c'est anecdotique, mais non, c'est fondamental, en fait. Enfin, c'est vraiment, votre voix, enfin, ce que vous allez transmettre si vous le faites d'un endroit de manque, d'insécurité, de merde, il faut que ça marche, mais voilà, j'ai vraiment besoin que ça marche. Vous n'aurez pas du tout le même impact que si c'est, ok, ça c'est ma voix, c'est ce que je transmets, je l'incarne, c'est voilà ce qui je suis, quoi. Vous n'allez pas embarquer les mêmes personnes, quoi. Et c'est super ce que tu dis parce que ça me permet aussi de poser un mot de la fin qui, du coup, m'est venu comme une évidence. C'est la même chose que quand on investit sur soi. Parce que quand on est entrepreneur, on fait un pari sur soi et c'est un investissement. Et donc, investir sur soi, se former, aller chercher des coachs et tout, c'est vrai que les résultats ne sont pas tout de suite visibles dans la matière, mais il ne faut jamais oublier que en tant qu'investisseur, on regarde toujours sur le long terme et un jour ou l'autre, on est en train d'affiner justement ce pif là, et puis cet instinct stratégique qu'un jour ou l'autre, quand ce sera le bon moment, la bonne opportunité, si ça se trouve la bonne rencontre, ça fera faire gagner des profits, même des fois on pourra en arriver à des vitesses folles, une croissance exponentielle parce qu'il y a eu un événement qui a changé le cours des choses. Donc,
Là, ce que tu dis, c'est vrai que j'ai pas abordé ce point-là, mais en fait, on en parle tout le temps sur il faut se détacher donc des chiffres à l'écran. On a dit tout à l'heure, mais il faut surtout accepter l'idée que la gratification, elle va pas être à court terme, elle va pas être là instantanée. La gratification, c'est un des apprentissages dans les investissements aussi. Elle est souvent très en regard du moment où vous allez décider d'investir. C'est-à-dire que vous allez décider d'investir, vous allez pas avoir les résultats, à moins d'avoir un bol pas possible et d'investir vraiment au bon moment juste avant que ça décolle. Et ça peut on appelle ça comment la chance du débutant. Voilà, c'est ça. Ça arrive. Franchement, ça arrive. Complètement. C'est vrai que plus souvent qu'on croit, c'est plutôt l'inverse. Et donc, du coup, il y a du temps, en fait, à passer, à attendre. Et c'est d'être à l'aise, en fait, avec cette gratification qui va être différée, en fait, qui va être plus tard, quoi. Et comme tu le disais, donc quand on investit sur soi, quand on prend des coachings, on fait en fait dans le processus, en fait, on n'a pas forcément l'impression en fait de voir toutes les marches qu'on gravit. Et il y a un moment donné, en fait, on prend conscience que ouais, on a changé de posture, il y a quelque chose qui est acquis, qui est incarné, mais on l'a pas vu se construire. Ça a été progressif. Et après, ça c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est des niveaux qui se stabilisent, qui se normalisent, quoi. Et ça fait le lien aussi avec ce que tu disais tout à l'heure. À partir de quel endroit je suis en train d'investir? Et pareil pour l'investissement sur soi. Quand on investit sur soi, est-ce que ça part d'un endroit de manque où j'ai besoin de l'autre parce que l'autre va me donner ce qui me manque? Ou est-ce que j'investis parce que je suis pleinement consciente que ça va m'ouvrir, moi, à des nouvelles possibilités inexplorées que j'avais pas vues en moi? Ça va venir m'enrichir et m'ouvrir de nouvelles possibilités et faire en sorte que ça vienne... ça me permette de, moi, me revaloriser et m'enrichir de mon expérience de moi-même. Oui, complètement. Voilà. Mais ça, pour faire le pont avec ce que tu disais tout à l'heure sur le Philippe Guillemant et la physique quantique, c'est presque en fait se dire, en fait, l'énergie dans laquelle on va construire, on va créer aussi en fait finalement ce pont vers ce futur-là parce que on va investir de l'énergie et on lui donne du sens et de la réalité en fait. Donc c'est capital en fait. Enfin, vraiment l'énergie dans laquelle on fait les choses et l'espace d'où ça part, c'est presque 80% du job en fait. Ouais. Et ça, oui. Et là, enfin, franchement, oui. Et ça aussi, c'est un autre truc, c'est le point de départ. Et c'est pour ça que je trouve justement cette vision, plus on va affiner justement sa perception et sa vision et l'état d'esprit de l'investisseur, moi ça c'est un truc que je suis convaincue, et plus justement on va être à même d'être dans le bon point de départ. Parce que toute la façon de réfléchir d'un investisseur n'est jamais basée sur le manque. Elle est toujours basée sur... enfin bon, après ça dépend des investisseurs, on est d'accord. Mais moi je parle de l'état d'esprit de croissance. Et vraiment l'état d'esprit d'un investisseur dans sa façon d'appréhender les choses. C'est jamais un état de manque, c'est toujours une opportunité. Je suis ouvert. Ah, il y a une opportunité, je prends pas, est-ce que ça correspond à mes valeurs, c'est le bon timing, comment je le sens, hein, et j'y vais. Et j'attends pas 3 ans, j'y vais parce que je sens que c'est le bon moment. Et j'hésite pas à aller à contre-courant, c'est contre-intuitif, c'est pas grave, je le ressens, j'y vais. Et finalement, même si, pour revenir à soi, quand on investit, on devrait investir comme ça. On gagne aussi à investir à ça en soi, c'est-à-dire j'y crois moi, donc j'y vais. Mon point de départ, c'est de toute façon, ça va me permettre d'aller chercher une richesse que j'avais pas encore trouvée, ou alors d'aller rentabiliser ce que j'ai investi en moi. Et en ayant toujours cette vision de la rentabilité derrière, de toute façon, ça va me revenir, de toute façon, ça va m'être rentable. Au lieu de se dire, je vais aller chercher quelque chose qui me manque pour être, là, on n'est plus du tout c'est clair, dans le même point de départ, et ça change la donne. Donc, j'encourage tout le monde, si ce n'est déjà fait, à aller explorer ce sujet qui est super passionnant. J'ai adoré en discuter avec toi, Sandrine. C'est un super sujet. Je crois qu'on pourrait faire un podcast de 3 heures, cours magistral. C'est sûr, il y a tellement à dire, mais moi aussi, j'ai beaucoup apprécié notre conversation. On pourrait aller beaucoup plus loin, évidemment, mais là, on a dit pas mal de sujets déjà très intéressants. Et ouais, merci en tout cas d'avoir ouvert ce sujet-là et de m'avoir invité. C'était un plaisir. Est-ce que Sandrine, la dernière fois on discutait, tu parlais d'une formation en crypto que tu étais en train de mettre en place?
Enfin, voilà, elle est quasiment écrite. Il faut que je la tourne. Donc, enfin, pour l'instant, j'ai pas d'idée de date précise de sortie. Enfin, c'est dans les tiroirs, donc ça va arriver. Sinon, il y a un des cours de mes mentors, en fait, que moi j'ai traduit en français, qui peut être disponible. Donc, si vous avez envie aussi de vous renseigner là-dessus, j'ai 2 comptes Instagram. Donc, il y a le compte hors de la boîte, où je parle plus de coaching, et il y a le compte Reine de la crypto. Je te redonnerai si tu veux mettre dessous, où là, c'est dédié à la crypto. Et donc, voilà, si vous avez des questions sur ces sujets spécifiques, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Et je mettrai tes 2 comptes Instagram dans la description du podcast, du coup. Merci beaucoup, Sandrine. C'était un plaisir, un régal. Je crois que ça s'est entendu. C'est un sujet qui m'allume à fond. Et oui. Et voilà, en plus, quand on parle à quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde, et en plus, tu étais venu, tu m'as ramené des sujets là. Je voyais, je veux parler de ça, J'ai adoré. Bref. On se refera. Et franchement, c'est pas un sujet qui tarit, et je pense que ça mériterait aussi peut-être dans quelques temps d'en refaire une autre capsule. Ouais, c'est une très bonne idée. Je pense qu'effectivement, il y aurait d'autres choses à développer aussi, mais on garde ça, on va en faire un autre. Ça marche. Allez, je t'embrasse, passe une très belle journée. J'embrasse toutes les auditrices et je vous dis à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Salut.